Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Privacy Challenge avec Benjamin Nguyen. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu et moi-même, Johan Hulot. Alors Benjamin, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc moi je suis professeur à l'INSA Centre Val-de-Loire, qui est une école d'ingénieurs localisée à Bourges et à Blois. Et je suis le directeur du laboratoire d'informatique fondamentale d'Orléans, qui, comme son nom l'indique, est donc localisé à Orléans et à Bourges. Donc moi je suis membre d'une équipe de recherche en sécurité informatique et moi ma spécialité c'est donc la protection des données, en particulier l'anonymisation des données. Alors le Privacy Challenge, qu'est-ce que c'est ? Alors, Privacy Challenge, c'est un projet qui a démarré il y a déjà quelques années avec des collaborateurs en fait internationaux, donc des Japonais et des Canadiens, des Québécois. L'idée c'est d'organiser une compétition d'anonymisation et de réidentification de données pour tester en fait l'efficacité d'algorithmes d'anonymisation, puisque comme vous le savez, je dirais pour que des données personnelles puissent être considérées en dehors du RGPD, eh bien il faut qu'on soit capable de prouver en quelque sorte qu'elles sont anonymes, et ça c'est quelque chose qui est en fait assez difficile à faire. Et donc le Privacy Challenge en quelque sorte c'est une tentative de montrer que certains algorithmes sont relativement robustes. Quelle est la genèse de ce projet en fait ? Donc la genèse du projet, c'était en fait les Japonais qui avaient eux proposé un challenge, mais un petit peu fun, donc sans cette idée, je dirais, de montrer la qualité de l'anonymisation. Donc ils avaient proposé des petits challenges sur la base de jeux de données, de tickets de caisse, et ils proposaient ça à des lycéens ou des étudiants de première année pour essayer une sorte de jeu, essayer de réidentifier des jeux de données qui étaient anonymisés. Alors nous on a voulu pousser ça un petit peu plus loin. Déjà en choisissant peut-être des jeux de données qui étaient plus intéressants. Là, cette année, par exemple, on a utilisé des données de géolocalisation, donc des traces de mobilité. Donc, on veut appliquer des algorithmes d'anonymisation. À quoi est-ce que ça sert, des algorithmes d'anonymisation ? Ça sert à produire des données qu'on va pouvoir analyser sans avoir accès à la donnée elle-même, à la donnée sensible. Donc, une fois qu'on a produit ce jeu de données anonyme, il s'agit de tester la robustesse, c'est-à-dire est-ce que c'est compliqué de réidentifier les individus. Et donc, la compétition sert à ça, elle sert à regarder est-ce que votre algorithme d'anonymisation anonymise bien et continue de conserver une certaine utilité des données. Et ensuite, est-ce que vous êtes capable éventuellement de réidentifier les jeux de données qui sont produits par les autres participants. Dans la compétition, les gens ont une information supplémentaire aux données ou ils n'ont que les données anonymisées ? Alors, et ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, ça, on pourrait faire plein de compétitions d'anonymisation différentes avec des hypothèses de ce style qui seraient différentes. Alors, nous, en fait, on fait une hypothèse assez classique, je dirais, en sécurité. C'est on fait l'hypothèse de la connaissance totale de l'attaquant. Pourquoi ? Parce que c'est une hypothèse assez simple. Donc, on fait l'hypothèse que les gens donc les participants en fait connaissent le jeu de données original, donc ils connaissent toutes les lignes de la base de données. Pour nous c'est assez simple, on considère qu'il y a une seule table. Donc vous imaginez l'attaquant, il a l'ensemble de la base, et puis il voit une base de données qui a été anonymisée. Donc qu'est-ce que ça veut dire anonymiser ? Ça veut dire qu'on a modifié un petit peu certaines données, donc on a pu les bruiter, on a pu en effacer certaines, on a pu généraliser ou des choses comme ça. Et en fait il doit faire un appariement, donc il doit dire cette ligne dans la base de données anonyme, je pense qu'il s'agissait en réalité de telle ligne dans la base de données originale. Donc ils ont effectivement en fait l'intégralité de la connaissance, si on peut dire. Et donc on estime qu'un attaquant qui aurait moins de connaissances serait capable de faire moins de choses. Bon, ça c'est pas forcément vrai, on pourra en discuter, mais en tout cas voilà, ça c'est l'hypothèse que l'on met sur ce challenge. En fait, il y a deux manières de prendre le problème. Bon, pour le juriste que je suis, RGPD, tout ça, ok, mais c'est pas ça qu'on va évoquer. C'est le côté j'anonymise et entre guillemets, je suis capable de remonter vers la donnée que je suis censé avoir traitée de manière anonymisée. Anonyme donc, et je vais pouvoir réidentifier une personne derrière. Donc maintenant il y a deux manières de faire. Soit j'applique un algo et j'ai la base légitime complète et je vais arriver vers une base anonyme que je vais pouvoir utiliser conformément à tous les textes de loi, c'est-à-dire que je vais pouvoir bosser avec pour entraîner mon algo, machin, sans remonter à la personne. Soit, autre hypothèse, et c'est là où j'aimerais comprendre, c'est que je suis attaquant,
j'arrive sur une base de données qui est anonyme, donc je ne peux pas remonter aux personnes, et moi je vais pouvoir torturer la base, l'index, vous l'appelez comme vous voulez de manière technique, et là je vais retrouver des vraies personnes. C'est pas la même manière de bosser. Alors en fait, nous la compétition, elle s'intéresse plutôt à cette deuxième partie, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de triturer la base et de remonter à des individus. Et donc ce que fait la compétition, c'est qu'elle calcule le pourcentage de gens qu'on est capable de réidentifier. Voilà. Alors après, l'analyse, on le fait également, c'est-à-dire qu'on propose, compte tenu de notre application, des métriques, enfin on appelle ça des métriques, hein, mais en réalité c'est l'exécution d'algorithmes, on va dire, de fouilles de données. Hein. Bon, ça peut être du clustering, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc là, par exemple, dans le cas de données de géolocalisation, ce sont des algorithmes de détection de points d'intérêt. Donc ça, c'est des travaux sur lesquels ces algorithmes ont été réalisés par nos autres partenaires de l'INSA de Lyon. Et donc, en fait, ces algorithmes-là, c'est eux qui vont être capables de dire est-ce qu'on serait capable de faire cette analyse de données ultérieure? Est-ce que notre jeu de données anonyme continuerait à être intéressant pour les data scientists? Mais donc on lance juste ces algorithmes-là sur le jeu de données initial, sur le jeu de données anonymisé, puis on compare. On dit, bon, bah, si j'ai retrouvé, je sais pas, 7 sur les 10 points d'intérêt, eh bien, j'ai un certain score de 70% de qualité. Donc, on a en fait deux compétitions. Une compétition qui est, on anonymise les données, on a un certain score de qualité, et puis on perd des points si on se fait réidentifier une partie de la base de données. Donc, typiquement, si on se fait réidentifier la moitié de la base, on va perdre la moitié des points. Bon. Et puis, on a une deuxième compétition qui est la compétition de réidentification, où en fait, tous les compétiteurs essayent de réidentifier les jeux de données anonymes de tous les autres participants. Et puis, plus ils réussissent à détecter et à réidentifier de lignes dans cette base de données, plus eux, ils marquent de points. Puis au final, on dit, voilà, c'est telle équipe qui a réussi à réidentifier un maximum de lignes dans la base de données. Et tu peux préciser le lien entre centre d'intérêt et géolocalisation ? Alors souvent, quand on analyse les traces de géolocalisation, donc qu'est-ce que c'est qu'une trace de géolocalisation? C'est tout simplement un point horodaté. Hein, donc quand on se connecte sur Google, si vous activez votre historique de localisation par exemple, vous allez être tracé, donc vos points vont être envoyés à Google, et puis ils vont faire un certain nombre, ils peuvent faire un certain nombre d'analyses, ils vont notamment savoir est-ce qu'il y a des horaires d'affluence, je sais pas, dans des restaurants ou des choses comme ça. Et donc ça, et typiquement les analyses qu'ils font peuvent être faites sur des données qui sont anonymisées. Donc il y a déjà, je veux dire, un use case assez clair là-dessus. Pardon, j'ai oublié. La question, c'est le lien entre centre d'intérêt et géolocalisation. Voilà. Donc, typiquement, une trace, on ne sait pas exactement ce que la personne est en train de faire. On a juste des points. Donc, si on voit que quelqu'un s'arrête à un certain endroit pendant, je ne sais pas, 45 minutes entre midi et 13h, on peut imaginer que cette personne est allée, si c'est un restaurant, manger à cet endroit-là. Donc, en fait, on va être en train de traiter la donnée brute, qui est juste la trace avec une localisation. On va croiser ça avec éventuellement une carte et on va dire, si cette personne-là est allée à tel endroit et elle a bougé de quelques mètres à chaque fois, eh bien, en fait, son point d'intérêt, c'était entre midi et 13h, tel restaurant. Si on continue de garder sa géoloc allumée la nuit, typiquement, pour être capable de détecter où est-ce que vous habitez, il suffit de regarder grosso modo où est-ce que vous êtes les soirs de la semaine ou le week-end, entre 22h et puis 7h du matin. Et puis, vraisemblablement, vous êtes chez vous. Voilà. Donc ça, ce sera aussi un autre point d'intérêt qu'on sera capable de détecter. Donc nos algos font ça. On cherche à détecter typiquement le lieu de résidence des personnes en cherchant un point d'intérêt entre, disons, 22h et 7h du matin. Où est-ce que les gens travaillent en cherchant une zone sur laquelle on se trouve à peu près entre, disons, 8h et puis 18h, ce genre de choses. Donc c'est ça, le point d'intérêt est en fait une donnée extraite de la trace de géolocalisation. Donc dans la base en clair, il y a le nom des personnes et les endroits où ils sont plus situés à des moments précis ou pas. Et dans la base anonymisée, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Bon, en fait, dans la base de données originale, il n'y a pas les noms, mais enfin, disons, il y a un identifiant qui permet de retrouver les individus. Et en fait, la base de données anonyme doit avoir très exactement la même structure que la base originale. C'est-à-dire qu'il faut que le type, en fait, soit le même. Donc ce qu'on peut modifier sur de la géoloc, c'est modifier la position. Donc ça, c'est latitude et longitude. Donc on va déplacer un peu le point. Donc on va changer de point. Alors comment est-ce qu'on change le point? Ça dépend des algorithmes qu'on applique. Et puis on peut changer éventuellement l'heure pour dire j'étais en fait ailleurs à un autre moment.
Donc, il faut simplement qu'on associe une nouvelle trace. Donc, on va construire une nouvelle trace pour un individu. Et on va dire, voilà, est-ce que vous êtes capable de retrouver que cette trace-là correspondait à l'identifiant original, sachant que bien évidemment, on a supprimé les identifiants des individus, sinon on ferait un appariement trivial entre les bases de données. On mélange aussi le contenu de la base de données pour ne pas avoir les traces dans le même ordre, sinon c'est pareil. Enfin, il y a un certain nombre, je dirais, d'opérations triviales de réidentification qu'on empêche en modifiant un petit peu davantage l'ordre et puis quelques éléments d'identification dans le fichier. D'accord, donc il ne s'agit pas de hacher les données, mais de faire du maquillage en quelque sorte. Voilà, les données, elles sont pas chiffrées ou elles ne sont pas hachées, elles sont transformées. L'idée de l'anonymisation, c'est ça, c'est que vous voulez obtenir un fichier qui a pratiquement la même structure que votre fichier original. En fait, vous n'allez pas voir la différence entre un fichier anonyme et un fichier original, mais en fait, ce ne sont pas les vraies données. Et donc, toute la question, c'est est-ce que ce fichier anonymisé va vous permettre de réaliser les mêmes opérations que vous feriez sur votre fichier original? Alors, la réponse, c'est en général, elles ne seront pas aussi bien réalisées, donc vous allez avoir une petite perte de qualité, mais vous allez avoir un gain de sécurité. Donc on est toujours dans un compromis perte de qualité pour un gain de sécurité, et ce que cherche à faire la compétition en quelque sorte, c'est quantifier ce compromis. Mais alors donc, c'est une compétition, donc 2 questions, qui a gagné et qu'est-ce qui a gagné? Alors, donc en fait c'est la 2e année qu'on fait une compétition. L'année dernière on avait fait une compétition donc inter-INSA. Donc comme je disais, en fait on travaille avec des collègues de l'INSA de Lyon qui sont également chercheurs en protection de la vie privée et puis qui font partie du département d'informatique pour certains ou du département réseau télécom pour d'autres de l'INSA de Lyon. Et nous on a donc un département de sécurité informatique à Bourges. Donc la première chose qui avait à gagner en quelque sorte, mais ça tout le monde gagnait, c'était le droit de participer, puisqu'on a invité nos étudiants, enfin plutôt on a été invité par les Lyonnais à se rendre à Lyon. On a passé quelques jours sympas sur place. Et ensuite, il se trouve que comme on avait des partenaires canadiens, eh bien une entreprise canadienne nous avait financé et donc ils payaient le déplacement pour aller les visiter. C'est une entreprise qui travaillait donc dans le domaine de la sécurité, donc ils payaient le déplacement au groupe qui allait gagner. Malheureusement, pour des raisons que l'on connaît, ce déplacement n'a pas pu avoir lieu donc en 2020. Donc en fait, il y avait quelque chose à gagner, mais rien n'a été gagné. Alors, cette année, la compétition a été un petit peu modifiée. Donc on a continué de faire une petite compétition inter-INSA, mais on l'a ouverte au niveau national dans le cadre de l'atelier sur la protection de la vie privée, qui est un atelier qui essaye de regrouper la communauté recherche industrielle, mais également je dirais institutionnelle par le biais de la CNIL, pour présenter en fait des travaux de recherche autour de la problématique de la vie privée. Et donc on a lancé, un atelier qui dure quelques jours, et donc sur cette durée de l'atelier, on a lancé la phase d'attaque, donc de réidentification. Et puis en fait 15 jours avant, on avait demandé à un certain nombre de participants de s'inscrire. On avait donc 4 équipes de 4-5 personnes qui ont participé. Et de créer en fait leur base de données anonyme. Donc il y avait 15 jours pour anonymiser la base et puis quelques jours pour participer à la réidentification. Et là, eh bien, on ne gagnait que le prestige de remporter la compétition. Et ce sont donc les membres de l'équipe de l'UQAM, donc l'université de Québec à Montréal, qui ont gagné en fait les deux compétitions, donc meilleure défense et meilleure attaque. Voilà. Oui, mais du coup, on a fait un épisode sur les algorithmes de differential privacy. Je ne sais plus comment on dit en français. Mais j'avoue, je ne connais pas la liste de tous les algorithmes qui pourraient être utilisés. Est-ce que tu pourrais un peu présenter les algorithmes, ceux qui sont notoirement cassés parce que trop simples? Je ne sais pas, faire un ROT 13 sur le nom des participants, par exemple. Et confidentialité différentielle. Confidentialité différentielle. Confidentialité différentielle. Je ne sais pas si ça renvoie beaucoup de résultats de recherche, mais c'est le terme officiel. Ouais, c'est le terme français. Sachant qu'effectivement, en disant differential privacy, tout le monde comprend parce que, évidemment, tous ceux qui sont francophones connaissent la terminologie. Non, mais privacy n'existe pas en français. Hein. Voilà, on utilise vie privée. C'est un peu... Ça passe peut-être parfois un peu moins bien. Et c'est vrai que nos collègues québécois sont très à cheval sur l'utilisation de termes, disons, d'origine française. Alors, il y a en fait un modèle. Donc la confidentialité différentielle, c'est un modèle qui est appliqué, enfin qui s'applique normalement à des données numériques
disons, à une dimension. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, je peux bruiter mon salaire, je peux bruiter mon âge, je peux bruiter voilà, une donnée numérique de ce style-là. Et en fait, il y a des développements qui ont été réalisés notamment par une équipe de Paris-Saclay, d'INRIA Paris-Saclay, pour étendre des résultats de confidentialité différentielle sur des données de géolocalisation. Donc en fait, c'est simplement passé à 2 dimensions. Donc il y a des algorithmes qui sont basés sur l'utilisation de la confidentialité différentielle qui ont été utilisés. Donc notamment, c'est ce qu'on appelle la indistinguishability, donc indistinguabilité, disons en français. Et là, c'est basé sur du bruit. Donc on va rajouter un petit peu de bruit avec un certain profil de distribution du bruit pour déplacer le point que l'on a. Alors la difficulté que l'on a avec les données de géolocalisation, c'est que vous avez beau bruiter votre position, il y a un aspect temporel qui est important. Donc, c'est-à-dire que si j'étais à un endroit, disons, il y a 5 secondes et puis que je me retrouve à 100 km 5 secondes après, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est erroné dans la donnée qui a été remontée. Donc, bruiter une trace, c'est un petit peu plus compliqué. Un certain nombre d'algorithmes existent qui ne sont pas basés sur la confidentialité différentielle, notamment de dire, un peu comme le cas anonymat, on va regrouper des trajectoires similaires. Donc on va bouger des points. Si j'ai 2 personnes qui ont une trajectoire qui est sensiblement proche, eh bien je vais décaler les points pour qu'ils soient exactement au même endroit, par exemple. Et dans ce cas, ce sera compliqué, ce sera difficile de réidentifier en fait ces deux trajectoires. Mais il y a des vecteurs d'attaque qui sont assez simples. Donc une des attaques, c'est notamment l'attaque naïve que l'on avait implémentée sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire que notre plateforme, en fait, réalise quelques attaques pour un peu, je dirais, donner un retour aux participants afin qu'ils se rendent compte que leur algorithme d'anonymisation est vraiment trop basique. Donc, l'attaque naïve que l'on a implémentée, c'est tout simplement de compter le nombre d'enregistrements. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur qui, dans la base de données originale, a, mettons, 500 enregistrements, sans doute que tous les utilisateurs ont un nombre d'enregistrements qui est distinct. Donc, malgré le fait que je bruite complètement la trace, si je compte juste le nombre d'enregistrements qu'il y a pour un utilisateur donné dans la base de données anonyme, je vais être capable de faire un appariement à 100% entre la base de données anonyme et la base de données originale. Donc, vous voyez que il n'y a pas que, je dirais, la modification de la donnée qui va compter. Il faut également regarder toutes les autres possibilités d'attaque qui peuvent être faites et s'en prémunir. Donc ça, même si j'avais bruité mes données avec de la confidentialité différentielle, en fait, cette attaque-là, qui n'est pas basée sur la donnée, mais qui est basée sur une sorte de métadonnée de la structure de la base, en fait, sera quand même opérante. Donc c'est aussi le sens de la compétition, c'est-à-dire être capable de montrer quelles sont les attaques qui vont être efficaces et est-ce que les techniques que l'on propose vont être robustes. Donc là, il y a... Voilà, je ne vais pas dire qu'il y a une technique qui est meilleure que d'autres. Les équipes ont chacun éventuellement développé leur propre technique en mélangeant potentiellement tout un tas de techniques d'anonymisation différentes qui existent. Et après, pareil, sur la réidentification, ce sont des attaques qui ont été menées par les équipes. Voilà, donc, quels sont les scores au final? Est-ce que ça se joue sur des poèmes de pourcentage ou est-ce qu'il y a vraiment des algorithmes qui sont complètement cassés où la base est réidentifiée à 98% et puis il y a un autre algorithme qui est extrêmement performant où la meilleure équipe a fait 30% par exemple? Oui, alors globalement, ça c'est intéressant comme résultat parce que je pense que ça montre est-ce que l'anonymisation elle marche ou pas. Donc l'année dernière sur le jeu de données qui était les tickets de caisse, on avait des réidentifications qui étaient extrêmement fortes. De l'ordre de... donc la meilleure équipe, elle réidentifiait à 99,999%. Donc vous étiez à 10-3 d'enregistrements non réidentifiés. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient cassé pratiquement tous les algorithmes de réidentification qui avaient été proposés. Alors sauf le leur, disons, ils cassaient le leur à 80% à peu près, mais donc c'était des ordres de grandeur moins que les autres. Mais eux proposaient une utilité qui était très très en deçà de ce que proposaient les autres. Donc en fait, ils avaient un score d'utilité original qui était de l'ordre de 10%, du score, c'est-à-dire que mes données, si je prends cet exemple de point d'intérêt, je retrouve un point d'intérêt sur 10, donc on comprend déjà l'utilité des données était assez faible, mais ils étaient plus robustes que les autres équipes, et donc avec notre formule de calcul, c'est eux qui avaient gagné. Donc là, c'était vraiment l'attaque qui avait gagné. Alors cette année, sur les données de géolocalisation, les attaques ont moins bien fonctionné,
Et les attaques sont de l'ordre de entre 30 et 85% de taux de réidentification. Donc on est quand même sur des choses qui sont loin d'être marginales. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas on retrouve 1% ou 0,1%. Non, on retrouve quand même des dizaines de pourcents assez facilement. Et des utilités qui variaient entre 20 et 80% de l'utilité de la base de données initiale. Donc ça donne peut-être un petit ordre de grandeur de voilà, qu'est-ce que ça coûte d'anonymiser et quel est le risque résiduel suite à l'anonymisation. Donc le risque résiduel est quand même important. Hein. Vous risquez grosso modo de réidentifier, on va dire 25-30% de la base sur une anonymisation qui est bien faite. Ça se revend une base de données anonymisée qu'on peut réidentifier à 30%. Ça a une valeur marchande? Je n'en ai aucune idée parce qu'en fait la réidentification ça dépend beaucoup des données. Ouais, bien sûr. Disons que les données en soi n'ont pas une très très grande valeur. Maintenant, quand on parle de données de géolocalisation, c'est des données qui sont sensibles. Donc en fait, je pense que faut pas tant raisonner ici en termes monétaires, même si évidemment c'est le nerf de la guerre sur pas mal d'aspects de données personnelles. Je pense qu'il faut dire, en fait, et c'est en ça que le fait de dire qu'on peut réidentifier une partie de la base est peut-être, disons, pas forcément un gros problème. C'est plutôt l'impact pour les personnes qui se font réidentifier. Donc, qui est-ce que vous réidentifiez? Si vous réidentifiez peut-être des personnalités ou des gens qui ont une activité spécifique, ça va peut-être être gênant. Si vous réidentifiez des gens qui ont un comportement classique, c'est peut-être moins grave. Alors, je ne dis pas comme pas mal de personnes que quand on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il y a des gens que peut-être c'est plus important de protéger que d'autres. Et que donc ces algorithmes d'anonymisation peuvent décider de chercher à protéger davantage certaines personnes plutôt que d'autres. Donc ça répond pas à la question. Là, on prenait l'exemple de géolocalisation, mais il y a aussi le cas de, par exemple, de données médicales qu'on veut utiliser dans le cadre de recherche. Quand même, la réidentification, ça poserait des sacrés problèmes. Alors, c'est évident. Alors, bon, d'abord, il faut quand même dire que c'est illégal. Donc, les gens qui feraient ça, déjà, sont dans l'illégalité. Alors, ça ne protège pas, mais ça, disons, c'est comme une arme de dissuasion, d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire ça parce que sinon, ils risquent gros. Mais néanmoins, effectivement, je suis d'accord. Il peut y avoir un risque de réidentification sur des données qui sont sensibles. Et donc, là, je me réfère au RGPD et donc à votre connaissance de ce que signifie l'anonymisation. Donc l'anonymisation, on explique qu'en quelque sorte, c'est une étude de risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque quel est le coût de la réidentification? Quels sont le nombre de personnes impactées? Et quel est l'impact que ça aura au final sur les gens? Et sur cette base-là, l'entité qui anonymise ou qui cherche à publier ce jeu de données va prendre une décision de publier ou de ne pas publier. Donc ça, c'est différent par rapport à la définition qui avait cours donc avant le RGPD, dans la loi informatique et liberté, où la loi française protégeait davantage que le RGPD, puisqu'en fait, on disait une donnée n'est anonyme que si on est absolument sûr à 100% que ce soit impossible à quiconque de réidentifier les données. Donc il y avait une obligation de résultat. Bon, ça en fait, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on peut toujours identifier au moins une partie des données. Donc maintenant, avec le RGPD, il y a une obligation de moyens, ou en tout cas une obligation d'analyse. Et donc, c'est effectivement à l'entité qui publie les données de prendre la décision, est-ce que je publie ou est-ce que je publie pas. Et effectivement, je pense que les entités qui gèrent les données médicales, doivent s'interroger, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de publier un jeu de données qui pourrait être réidentifié à X%. Benjamin, il y a les textes de loi, je suis bien placé pour savoir comment ça s'écrit, et il y a la réalité derrière. Maintenant, il faut aussi comprendre l'esprit du truc. On sait très bien qu'une anonymisation à 100%, c'est comme la sécurité informatique, dont certains diraient ici que c'est un échec. Les choses, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Okay ? Quand on est un professionnel... Oui, j'en vois certains qui sourient. Je ferme les yeux, je les vois déjà sourire. La réalité, c'est quoi? C'est que quand on est un professionnel, mais comme un chercheur dans le cadre d'un challenge, c'est quoi? Je n'anonymiserai pas de manière irréversible à 100%. La garantie genre d'Arty, c'est pas vrai. Ni en droit, ni en technique. Donc, nous, les juristes, on commence à comprendre ça. Maintenant, c'est quoi la BAC qui est accessible? C'est moi, professionnel, mais dans le cadre d'un challenge ou dans la vraie vie, j'ai un gros stock de données. Je vais appliquer un process d'anonymisation, ok? Et je sais que 10, 20, 30% vont être réversibles. Donc, je vais pouvoir remonter à la vraie personne. Est-ce que
l'état de l'art, c'est quoi? C'est d'accepter que 20-30%, mais qu'on soit en données sensibles ou pas, l'algorithme, il s'en fout. Ok? Est-ce que 20-30% c'est l'état de l'art aujourd'hui? Je sais que ça, on va remonter, parce qu'on laisse tous des traces de tout partout. Ou est-ce que l'état de l'art, c'est 80%, ça commence à être sérieux? Nous, les juristes, on ne sait pas ça. On a compris le 0%, 100%, c'est pas vrai. Où est-ce qu'on doit fixer la bague pour que un challenge, comme celui que tu fais, c'est intéressant parce qu'on progresse? Alors, il y a un élément qu'il faut prendre en compte en plus pour mesurer en fait l'intérêt, c'est quelle est l'utilité de ma donnée. Parce qu'en fait, est-ce qu'on est prêt à accepter un plus gros taux de réidentification pour une utilité qui est meilleure? C'est ça en fait je dirais la décision qu'on prend sur la BAC. Parce qu'on peut réduire de beaucoup le taux de réidentification. C'est-à-dire que si je produis des données qui sont pratiquement inutilisables ou qui n'ont que 1% d'utilité, là peut-être qu'on va réidentifier que, pareil, 1% de la base. Voire si je fournis des données qui sont complètement aléatoires, on réidentifie personne. Ou disons réidentifié avec une probabilité aléatoire, donc quelque chose de très faible. Donc en fait, on est capable de produire des données qui sont très fortement protégées. Par contre, l'utilité, elle n'est pas claire. Et en fait, l'utilité, elle va vraiment dépendre de l'application. Donc c'est en ça que c'est compliqué de répondre. C'est-à-dire que si j'ai une application qui détecte, je ne sais pas, 5% de mes points d'intérêt, est-ce que ça reste quand même utile? Si oui, alors on peut, dans ce cas, caler la sécurité disons, sur un degré qui est important. Donc en fait, soit on prend le point de vue de l'utilité, donc on se dit, je veux une utilité de X%, et dans ce cas, je vous indique que vous allez être réidentifié à tant de pourcents. Soit on prend l'aspect plutôt protection, et on se dit, je ne veux pas qu'il y ait plus que X% des gens qui soient réidentifiés, et dans ce cas, on va maximiser l'utilité, et on va vous dire, l'utilité maximale qu'on va pouvoir vous ressortir avec telle contrainte de protection sera de 10% de l'utilité de la base de données initiale. Donc je pense que c'est à ça que... c'est à cette question que permet de répondre un peu le challenge, sauf que donc, nous, challenge, c'est un peu des points sur cette ABAC que l'on a, c'est-à-dire que on n'a pas décidé de fixer donc, ni une sécurité minimale, ni une utilité de seuil nécessaire. Mais dans la vraie vie, il faudrait faire ça. Donc il faudrait que les gens qui publient décident OK, en deçà de telle utilité, en fait, ça ne sert à rien de publier parce qu'on ne peut rien en faire, quoi. Et dans ce cas, on ne publie pas. Et du coup, est-ce qu'il y aura un Privacy Challenge version 3 l'année prochaine? Alors, donc effectivement, là, on est en train de travailler sur une autre compétition. Alors très certainement qu'on va relancer la compétition avec le même jeu de données parce qu'on avait quelques équipes, mais les équipes étaient vraiment contentes, mais avaient estimé que le temps qu'elles avaient eu à la fois pour anonymiser et pour réidentifier était assez court, et donc n'étaient pas contre refaire, je dirais, une deuxième édition avec le même jeu de données. Donc là, on espère que les algos d'anonymisation seront meilleurs. Alors peut-être que les algos de réidentification seront meilleurs aussi, donc on verra peut-être les résultats. Et ensuite, pour revenir un peu sur ce que disait Hervé, on souhaiterait tester sur des données médicales. Parce que évidemment, ça c'est une application à laquelle on pense, où les données sont hautement sensibles. Et donc il s'agit de voir donc, déjà quels sont les traitements qui sont faits sur ces données, puisque nous, il faut qu'on implémente des métriques qui permettent de dire est-ce que le jeu de données est encore exploitable pour, je ne sais pas, les épidémiologistes ou tel médecin. Et donc, voilà, on aimerait, je dirais, tester tout un tas de types de données différents. C'est un peu ça l'idée du challenge. Il y en a beaucoup de challenges de ce genre. Est-ce qu'il y en a qui sont ouverts aux professionnels? Alors, voilà, comme je disais, ceux que l'on connaît le plus sont les challenges qui ont été initiés par les Japonais. Donc, ils ont commencé leur challenge autour de 2015-2016. Donc, c'était un petit challenge, mais ils souhaitaient l'ouvrir aux professionnels. Donc, nous, en fait, c'était ça un peu l'objectif de notre challenge. Je pense qu'on s'en rapproche. Ça fait déjà 2 ans qu'on souhaitait lancer le challenge sur, en fait, la conférence internationale de référence dans le domaine de la protection de la vie privée, donc PETS. Et ça, ce sera ouvert, je dirais, aux académiques et puis aux équipes de recherche industrielles. Mais il y a également une volonté de création de challenges similaires par le NIST, donc par l'organisme de standardisation américain, pareil, pour un petit peu mettre au défi les entreprises pour qu'elles puissent tester leur technique d'anonymisation. Donc, effectivement, c'est un des buts de notre compétition que d'aller vers quelque chose qui serait exploitable
par justement les industriels. Un industriel qui dit moi j'ai une super méthode d'anonymisation pour tel type de données, on dit pas de problème, vous nous donnez un jeu de données pertinent pour vous, vous participez avec votre méthode d'anonymisation, d'autres participeront aussi, et puis on aura également des gens qui vont essayer de réidentifier votre jeu de données. Et si personne n'y arrive, ça montrera que votre algorithme d'anonymisation est effectivement très robuste et donc qu'il est acceptable du point de vue du RGPD. C'est vraiment l'objectif de la compétition, c'est d'aller au-delà de la compétition et d'être sur une sorte de validation expérimentale par une communauté d'experts des techniques qui sont proposées. Nous, on est habitués aux concours cybersécurité, aux INT, etc. Les concours comme ça sur la réidentification et l'anonymisation des données, ça attire bien les étudiants ou il faut les motiver un peu pour avoir des équipes? Alors, là, c'était des projets qui sont obligatoires. Enfin, disons, c'est ceux qui ont choisi le module protection de la vie privée à qui on propose ce type de challenge. Oui, ils n'avaient pas le choix. Alors voilà, donc ils n'avaient pas le choix, mais je dirais le domaine de la protection de la vie privée, c'est un domaine que les étudiants ne connaissent pas forcément. Et c'est vraiment juste un domaine qui est en train peu à peu de percer, même au niveau des industriels. Donc ce qu'on voit, c'est que les industriels ou les institutionnels, donc typiquement l'INSEE, les finances publiques, etc., qui connaissent, enfin qui ont, je dirais, pour qui la donnée c'est leur métier, ils comprennent cette problématique d'anonymisation et donc ils s'interrogent. Et donc l'INSEE, ça fait des années qu'elle sait, enfin en tout cas qu'elle a des techniques pour publier des résultats de ses analyses en garantissant une certaine protection aux individus qui sont concernés par la donnée. Donc je dirais les institutionnels de la donnée savent gérer ça. Les industriels, parfois un peu moins, parce qu'ils ne sont pas forcément dans une optique de vouloir publier leurs données comme le fait l'INSEE. En fait, la problématique des industriels, donc typiquement ceux de la grande distribution, ça va être, est-ce que je peux soit générer des jeux de données synthétiques, est-ce que je peux externaliser mon analyse sur un cloud tiers sans qu'il y ait un risque de fuite de mes données? C'est ça qu'ils veulent faire. Donc c'est en fait presque plus important, si j'ai envie de dire, pour eux, la sécurité, parce que ça correspond à leurs données propres, à leurs données métiers, qu'ils souhaitent pas perdre. Donc, je pense qu'il y a un intérêt pour les industriels que de travailler sur ces techniques d'anonymisation. Et du coup, on motive nos étudiants ingénieurs en leur expliquant ça. Et effectivement, ils comprennent. On leur explique le RGPD, on leur explique ce que c'est que l'anonymisation. Et une fois qu'ils ont compris la problématique, effectivement, ils se prêtent au jeu, ils s'y intéressent. Et je pense que ça a été pour eux une bonne expérience. Donc, il y en a effectivement pas mal qui ont dit si on refait le challenge l'année prochaine, on reviendra, on aura amélioré nos algos, etc. De toute façon, je pense que le concept de challenge intéresse. Et le fait d'avoir déjà réaliser des algos, créer des algos, c'est pas tout à fait la même chose que quand on fait un CTF. Là, on a déjà ces algos, éventuellement on en a plusieurs, et donc on est un peu dans l'attente que des gens envoient des jeux de données pour pouvoir les tester contre, etc. Au bout d'un moment, on a une bibliothèque. Donc, je pense que ce principe de challenge d'anonymisation et de réidentification, c'est quelque chose qui peut motiver une communauté qui est croissante. Parce que voilà, au début, le coût d'entrée est important, mais une fois qu'on est rentré dedans, un peu comme tout un tas d'autres compétitions d'IA ou de choses comme ça, vous avez déjà votre algo à votre disposition et vous pouvez le lancer sur le jeu de données qu'on vous propose sur l'année en question. Après, ça devient plus difficile pour une nouvelle école, une nouvelle équipe d'arriver dans le jeu. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on s'était interrogé sur le fait de garder ou pas le même jeu de données. C'est-à-dire que garder le même jeu de données, ça donne un avantage à ceux qui étaient déjà là avant, tandis que changer rebat un petit peu les cartes, même si évidemment, comme je le disais, les techniques d'anonymisation peuvent être réutilisées. Il y a quand même une réflexion à avoir pour s'adapter au nouveau type de données. Ok Benjamin, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Effectivement, nous on est intéressés par des jeux de données. Donc si jamais il y a typiquement des industriels qui ont cette problématique, donc qui disent oui, nous on a un jeu de données qui nous semble être assez caractéristique, on a des algorithmes d'analyse de données qu'on est capable d'expliquer, et on souhaiterait potentiellement externaliser nos données pour lancer ces analyses ailleurs, et bien c'est tout à fait le cas d'un jeu de données que nous, on peut être amené à proposer en test sur notre plateforme. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent tester leurs jeux de données, tester leurs algorithmes d'anonymisation, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Et on peut essayer de monter une compétition qui leur permettra après de jauger de la sécurité qu'il est possible d'atteindre
à l'aide d'algorithmes, disons, de l'état de l'art. Très intéressant, et puis un métier d'avenir. Hein. Merci. C'est ce qu'on dit à nos étudiants. Merci Benjamin d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.